Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde consacrée à la génération Z et à la lecture. Je suis Elisabeth Sutton, je suis la cofondatrice du site idbooks.com et je suis aussi conseil auprès des éditeurs et de la chaîne du livre en communication, marketing et autres sujets. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est extrêmement important. Je suis contente qu'il y ait pas mal de jeunes avec nous. J'espère que vous réagirez en fin de conférence. Ce sujet est important parce qu'on voit que les défis autour de la lecture et des jeunes sont immenses. Les initiatives se multiplient pour inciter les jeunes à lire plus et surtout à se détacher peut-être aussi parfois un peu des écrans, mais pas seulement. Et on verra un peu tous ces aspects sans bouder le livre numérique, le livre audio, le livre papier. Tout se parle et tout ça, c'est de la lecture. Donc ça, il faut qu'on se le dise d'emblée. Je vais vous donner juste 2 chiffres hein, et après, Théo va prendre le relais. Selon une dernière étude du CNL, on a 32% des jeunes qui lisent tous les jours ou presque. Et c'est 4 points de moins qu'en 2022, ce qui est énorme comme baisse de fréquentation au niveau de la lecture. Et puis, Elisabeth Borne, à l'époque ministre, et Rachida Dati ont lancé en juillet, les états généraux de la lecture, justement pour s'attaquer aux problématiques des jeunes et de la lecture. Et hier, on a eu les résultats de ces états généraux. Et il y a énormément d'initiatives qui vont être menées dans les mois qui viennent et dans l'année prochaine autour des activités autour des jeunes et de la lecture. Face à une situation qui peut paraître critique, mais pas sans solution, cet échange, il va avoir pour but de mener une réflexion sur un sujet majeur et surtout de donner des idées pour agir à tous les passeurs de connaissances. Quand je parle de passeurs de connaissances, je parle évidemment des enseignants, mais aussi des auteurs, mais aussi des éditeurs et bien évidemment des pouvoirs publics. Donc c'est important de voir qu'on est sur un scope extrêmement large de personnes qui peuvent agir, soit à titre individuel, soit à titre professionnel. Donc pour parler de ce sujet, j'ai réuni un plateau assez exceptionnel, je suis très contente. Il y a Clément Mongeau, qui est au bout, qui est directeur général d'Amazon Alexa Kindle en France. Théo Ponchel, qui est directeur d'études Pôle Opinion chez Opinionway. Lati Agnel, qui est à côté de moi, qui est romancière aux éditions Prisma, éditions Jeanne et Juliette, et également en auto-édition. En tous les cas, ça a été le démarrage, on va dire. Et Martine Gaillard, qui est enseignante de français en collège ? Au collège. Donc, avant de commencer à échanger sur tous ces sujets, je vais demander à Théo, vous avez réalisé en fait 2 études. On va parler d'abord de la première étude qui a eu lieu en mai dernier, je crois. Elle est sortie en avril dernier. Elle est sortie en avril dernier, c'est ça. Que vous aviez réalisé pour Kindle. Au niveau de la Gen Z, donc la génération Z, vous allez nous dire qui est concerné par la génération Z, et une autre au niveau du livre audio, donc sur la partie écoute pour Audible, donc la plateforme Amazon de livres audio. Et vous allez d'abord nous parler de la première étude, c'est-à-dire les chiffres les plus importants qui sont ressortis suite à cette étude-là. Oui, exactement. Donc, c'était une étude qu'on avait réalisée en début d'année et publiée en avril, où on s'intéressait spécifiquement aux 15-30 ans, donc à la Gen Z, pour investiguer un peu son rapport à la lecture et spécifiquement aussi sur les supports de lecture. Une étude qui a révélé beaucoup de choses. Elisabeth a rappelé un chiffre en préambule sur la diffusion de la lecture et le recul qu'on sent dans cette génération-là des pratiques de lecture. Mais on voulait aussi avoir leur ressenti. Et leur ressenti, c'est que 71% ont en effet le sentiment de ne pas lire suffisamment. Voilà, donc il y a ce ressenti qui est là. Il se lit aussi en creux parce qu'ils ont l'impression que les personnes plus âgées lisent davantage. Quand on leur demande spécifiquement aujourd'hui, oui, ils voient que les générations plus âgées, 3/4 considèrent qu'elles lisent davantage. Mais
ils considèrent aussi, les 15-30 ans, 3/4 environ également, qu'au même âge, les générations plus âgées lisaient aussi davantage. Donc, que dans le passé, par rapport au même âge, à la même génération, il y a un recul de la lecture. Voilà. Donc on sent quand même l'importance que garde la lecture, même si la pratique diminue un peu. Ils le disent même directement. Il y a 2/3 des 15-30 ans environ qui disent que la lecture, c'est une activité à laquelle ils tiennent beaucoup. Voilà. Ce que souligne le sentiment de ne pas le faire assez. Il y en a même 1 sur 6, un jeune sur 6 qui nous dit que c'est pour lui une passion dévorante. Et ça signifie même, quand même, ça renvoie aux disparités qu'on voit au sein de cette génération. Si en effet on voit un recul au niveau global dans cette génération, on a quand même un jeune sur 10 qui nous dit qu'il lit au moins un livre par semaine. Voilà. Donc on avait le chiffre lire tous les jours, là c'est un livre par semaine, tout confondu, toujours confondu. Donc on prend aussi les formats graphiques, les BD, les mangas, les romans, ça recouvre énormément de choses. En moyenne, quand on pose la question sur tout un tas de types d'ouvrages, les jeunes déclarent qu'ils lisent 17 livres par an, voilà, tout confondu. Alors évidemment, c'est tiré vers le haut par une partie de grands lecteurs, justement ceux qui lisent un livre par semaine en moyenne. En médiane, on est plutôt à 8 livres par an. Voilà, donc 50% des jeunes qui lisent davantage, 50% qui lisent moins. Voilà, mais on a quand même un quart des jeunes qui ne lisent pas du tout. Voilà, qui disent clairement que l'objet livre, que ce soit sur support papier, numérique, etc., il leur est maintenant complètement étranger. Donc ça, c'est quand même, en effet, une inquiétude, ça peut nourrir des inquiétudes assez fortes. Bon. Au-delà de ces chiffres, ce qu'on voit, c'est quand même l'essor des modes graphiques. Alors le roman reste le mode préféré, même chez les jeunes. C'est celui qui est le plus lu en moyenne. On a en moyenne 6 jeunes sur 10 qui en lisent, une moyenne de 4 par an au niveau roman, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi 40%, 50% des jeunes qui vont nous dire qu'ils lisent des mangas, des BD. Donc clairement, la lecture aujourd'hui, dans cette génération, elle est vraiment tirée vers le haut par ces supports, enfin, par ces modes d'expression-là, par ces modes de création-là. Sur les romans spécifiquement, si on regarde, c'est assez intéressant de voir les genres qui sont le plus lus. Alors le roman d'aventure, c'est peut-être le genre phare de cette génération, 40% qui disent en lire, mais c'est suivi de très près par la romance, voilà, qui est juste derrière. Là. Alors évidemment, on a aussi des considérations genrées sur les préférences, même chez les jeunes. Ça, c'est quelque chose qui demeure malgré tout, même si c'est pas du tout univoque. Il ne faut pas non plus considérer que la romance, c'est uniquement un lectorat féminin et l'aventure uniquement un lectorat masculin. C'est pas du tout vrai. On voit des écarts, mais c'est pas du tout univoque. Donc 34% des jeunes qui disent que leur genre de roman préféré, c'est les romances. On a 18% qui aiment en particulier la dark romance. On sait qu'on a une grande variété de nouveaux sous-genres qui sont apparus selon ces éléments-là. Et puis évidemment, c'était une étude pour Kindle, donc on s'est quand même intéressé au support de lecture au-delà des genres, parce que ça nous intéressait de voir comment justement les nouveaux outils pouvaient changer les pratiques. Et alors, panorama déjà très simple, un jeune sur 2 nous dit qu'il a déjà touché une liseuse électronique. Un quart des jeunes nous disent qu'ils en possèdent une. Donc on voit que ce n'est pas non plus une pratique qui est devenue complète, mais qu'elle progresse vraiment dans cette génération-là, qu'elle existe de façon assez notable. Et puis, ce qui va être intéressant dans les considérations, c'est de se dire que les jeunes n'imaginent pas une révolution au sens où la liseuse remplacerait le papier. C'est pas du tout comme ça que cette révolution se construit dans leur esprit. La révolution pour eux, c'est justement la multiplicité des supports. On leur demande l'avenir qu'ils imaginent pour les liseuses. On a une grande majorité des jeunes, 6 sur 10, qui estiment que les liseuses, elles vont s'installer dans le paysage, mais pas remplacer le papier, elles vont venir le complémenter. On a une partie qui imagine que le papier va disparaître, mais c'est vraiment pas une majorité. D'ailleurs, si on regarde les supports préférés des jeunes, le papier demeure très largement majoritaire. C'est le premier mode de lecture, c'est le premier support qui s'installe. On a 3/4 des jeunes qui nous disent que le papier, c'est leur mode de support principal. Mais on a quand même un jeune sur 10 qui nous dit mon support de lecture principale, c'est la liseuse maintenant. Voilà. Donc on a des gens qui font leur choix, qui basculent vers ce support-là. Et des jeunes qui imaginent quand même la place que va continuer à prendre la liseuse dans le futur. C'était vraiment les grands enseignements de cette étude, autant sur les pratiques que les supports.
Merci beaucoup Théo. Alors, à chaud, comme ça, je vais vous demander de réagir à ces chiffres. Donc peut-être Clément, pour commencer. Alors c'est très intéressant. Alors je vais vous raconter un peu la petite histoire de cette étude. D'abord, on est très heureux de la collaboration avec OpinionWay, mais on avait des signaux chez nous qui vont clairement à rebours de ce que tu disais, Elisabeth, sur le marché. C'est-à-dire que chez nous, les ventes de liseuses, par rapport à l'année dernière, elles font plus de 30%. 65% de nos acheteurs sont des primo-accédants. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Et la France est le pays sur lequel les croissances de Kindle sont les plus fortes, bien au-delà de 30%, je viens de vous donner. Donc on avait ces éléments, on se demandait mais d'où ça vient. En parallèle, on observait aussi des choses sur les réseaux sociaux, les fameux BookTok, avec toute une nouvelle génération qui chérit sa liseuse Kindle, qui va la customiser, etc. Et énormément de viralité au-delà de ça. Donc pour nous, ce qui était important, c'était de mettre des chiffres, aussi des mots derrière ces usages. On a été, entre guillemets, les premiers surpris. Et ensuite, ça a été de répondre à ses clients. Et donc là, ça fait à peu près 2 ans qu'on a ce phénomène de très très forte croissance sur les liseuses Kindle. On a littéralement une nouvelle génération qui découvrent cet appareil. Là où c'était peut-être des trentenaires et plus aujourd'hui qui avaient leur liseuse, des inspecteurs gadgets qui aiment beaucoup la tech. Là, on a un nouveau marché qui s'ouvre. Et donc nous, ces dernières années, ça a été de répondre à cette demande, multiplier les types de supports, comme le disait Théo aussi, investir plus dans nos applications, aussi enrichir notre gamme de produits, ça on pourra peut-être y revenir un peu plus tard, pour répondre à cette nouvelle demande. Ok, Lati, en tant qu'écrivaine. Alors moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui lisaient sur leur téléphone. Parce que moi, j'en fais partie avant d'avoir ma Kindle. Et du coup, je pense que l'accès à un écran plus large et un confort de lecture amène justement à se pencher et se plonger dans ce type de lecture électronique. Et évidemment pour les auteurs, avoir les deux formats, enfin principaux, on va dire le papier et le numérique, c'est l'idéal à ce niveau-là, si je puis dire. Voilà. Les jeunes que je fréquente sont un petit peu plus jeunes. Ils sont moins de 15 ans, souvent. Parmi la génération des enfants de mon conjoint et la mienne, effectivement, les jeunes lisent beaucoup plus sur les téléphones qu'autre chose. Parmi mes élèves, il y a assez peu, je pense, de jeunes qui lisent sur des liseuses. Mais voilà, je n'ai pas non plus fait une étude circonstanciée des choses. Donc, j'ai une vision assez étroite en réalité de cet aspect-là. Voilà. Alors, je voulais aussi dire, et si tu me confirmeras Clément, que les Kindle se lisent également, je crois que c'est la seule appli qui se lit un peu sur tablette, PC et téléphone. Ce qui amène à quelque chose de En effet, plus large. ça ouvre le spectre très large. Historiquement, Kindle est une liseuse. Donc, la nouveauté en 2007, lorsqu'on lance cet appareil, qui à l'époque est extrêmement moche, je veux vous l'accorder. Je suis Parce d'accord. que pour ceux qui l'ont connu, dommage qu'on ne puisse pas mettre l'image vraiment là-haut, mais Jeff Bezos avait comme idée, c'était de répliquer son BlackBerry, mais avec un écran pour lire. Donc c'est vraiment le clavier d'un BlackBerry, pour ceux qui voient ce que c'est assez moche, et un grand écran, mais la promesse reste inchangée depuis 2007. C'est-à-dire que c'est une bibliothèque dans votre poche, éventuellement aussi une librairie, parce que vous pouvez acheter. Et la nouveauté à l'époque, c'est que toutes les liseuses Kindle avaient une puce 3G qui permettait d'accéder et d'acheter un livre depuis n'importe où. Et l'autre, c'est un confort de lecture inégalé avec ce fameux écran en papier électronique. Et donc ça, on l'a développé sur cette gamme de produits, mais aussi pour nous, on continue à investir constamment sur ces supports digitaux autres, qui soient le smartphone, que ce soit la tablette, que ce soit le PC et peut-être aussi bientôt d'autres choses. Mais voilà, et ça c'est très très important pour pouvoir permettre à l'utilisateur de lire à n'importe quel moment. Et je précise encore une chose pour ceux qui n'ont jamais utilisé notamment un support comme celui-ci, c'est que quand on commence sa lecture sur le téléphone via l'appli,
elle se synchronise avec l'appareil en lui-même, la tablette, l'ordi, etc. Et donc c'est un confort de lecture. On n'a pas besoin de rechercher où on était dans le bouquin. À chaque fois que vous allumez l'appareil de votre choix, vous pouvez relire, continuer votre lecture comme là où vous l'aviez laissé. Lati, je vais vous poser une... J'avais juste un point Oui. à rajouter. Ce qui est très bien aussi pour les auteurs, c'est que de la Kindle, on peut également mettre les commentaires en direct. Je dis ça parce que c'est quand même la visibilité du livre, du titre, et de pouvoir commenter, et après ça se met en synchro, merci, excuse-moi. Et on récupère les commentaires également sur Amazon. Et ça, c'est vraiment un plus pour les auteurs parce que c'est important, les commentaires pour un auteur. Voilà, excuse-moi. Tout à fait, non, pas de souci. Donc justement, Lati, je vais rester avec vous. Vous écrivez beaucoup de livres, et notamment de la romance. Et comme le disait Théo tout à l'heure, on remarque un engouement particulier de la Gen Z, mais pas que, pour ce genre littéraire. Alors, comment vous expliquez ça? Quel est votre ressenti par rapport à tout ça? Est-ce que ça a influencé vos choix d'écriture ou pas? Alors, influencer, non. Vraiment, j'écris des histoires... non, ça ne m'influence pas. Mais c'est vrai que mes héroïnes ont souvent, dans l'âge, c'est la génération Z totale, elles ont 27 ans. On est dans l'écriture de quelque chose de romantique, mais pas que, parce que la romance, c'est ce qui vient supporter mon histoire, mais il y a vraiment des thèmes derrière qu'on aborde, des termes, des fissures de personnalité, d'enfance. Donc on vient gérer tout ça dans une histoire, et ça amène quelque chose où les jeunes se retrouvent avec ces blessures, ces problèmes familiaux, ces problèmes de couple. Voilà un peu comment ça se présente. Je ne sais pas si je suis bien claire, je suis désolée, je suis un peu émue. Je ne sais plus ce que tu m'as demandé d'autre. Comment on explique l'engouement? Alors l'engouement, je pense qu'il y a les réseaux sociaux qui ont vraiment une grosse valeur ajoutée là-dessus, puisque aujourd'hui, je pense que tous les jeunes ont accès aux réseaux sociaux. Il y a ces fameux BookTok et ces fameux challenges de lecture. La romance reste le thème abordé dans presque tous les univers, puisqu'il y a souvent de la romance, même si elle n'est pas ciblée en premier plan. Moi, évidemment, elle est ciblée en premier plan, mais pas que, puisque derrière, on a des vraies histoires avec des héroïnes un peu ébréchées ou des héros un peu mal dans leur peau. Donc voilà, on amène... les jeunes se retrouvent dans ces personnages. Et à partir du moment où les jeunes se retrouvent dans ces personnages, ça vous incite à écrire pour eux ou pas du tout? Alors non, j'écris pas pour eux. Je pense que on retrouve. Je suis maman également. Hein, j'ai une fille de 33 ans qui un peu m'amuse et qui a vécu justement, qui est encore dans la génération Z. Je pense que chaque thème ou chaque histoire correspond à quelqu'un. On se retrouve dedans. Mes héroïnes ressemblent à mes lectrices et mes lectrices ressemblent à mes héroïnes. Voilà. Donc et souvent, j'ai beaucoup de personnages secondaires qui ressemblent aux mamans, aux papas, aux frères. Donc, on a vraiment quelque chose, un spectre très large qui ouvre le thème de la romance à ce niveau-là. Alors, Martine, vous êtes vraiment avec les jeunes. C'est peut-être pas la Gen Z, mais elle va le devenir dans peu de temps. En tant qu'enseignante de français, quels sont vos constats au quotidien dans votre vie? Et puis, est-ce que vous êtes plutôt pessimiste, optimiste quant à l'avenir de la lecture pour les futurs Gen Z? On va dire un peu les deux. Ouais. Donc, je suis de nature optimiste. Je vais commencer par ce qui me paraît un peu compliqué en ce moment. C'est-à-dire que pour être lecteur, il faut déjà savoir décoder et accéder à ce qu'on appelle entre nous, dans le jargon, la lecture d'usage, c'est-à-dire de comprendre les textes. Or, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus d'enfants, de jeunes en face de moi qui ont des difficultés de décodage et de lecture d'usage. Et ça va, donc en fait, il y a plusieurs facteurs, je pense. Il y a
donc des compétences lexicales qui viennent à manquer. C'est une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que moins vous lisez, moins vous acquérez de compétences en langage écrit, plus c'est difficile et rebutant de lire. Donc il y a cette question-là. Il y a la question de l'attention aussi, qui devient de plus en plus fragile. Même lorsque nous faisons ce qu'on appelle de la lecture offerte, c'est-à-dire à voix haute, en essayant de dramatiser les choses, très très vite, le public, si j'ose dire, donne des signes d'impatience. Voilà. Donc il y a la question lexicale, la question de l'attentionnel, et aussi la lecture, c'est quand même un acte de solitude, si j'ose dire. Et le fait d'être déconnecté, d'être dans une activité déconnectée peut éventuellement faire peur, je pense, et ça prend du temps. Donc tout ça fait que ça devient compliqué pour les jeunes gens qui sont en face de moi d'accéder à la lecture avec plaisir. Parce que ce que je vois, c'est difficulté de lecture, et bien qu'il y ait encore des amoureux de la lecture dans toutes les classes, je vous rejoins tout à fait, de plus en plus se révèle une sorte de dégoût de la lecture, c'est-à-dire un rejet de la lecture comme quelque chose qui est vraiment impossible, rebutant, etc. Et dernière chose, les très bons lecteurs se tournent en effet vers des formes où le texte est plus court. J'ai fait encore une mini-étude sur le modèle de ce que vous aviez produit, mais à ma petite échelle, sur une classe, en effet, on retrouve en tête alors, les romans de l'imaginaire, la romance, le manga. Il y a quelques années, dans un collège pourtant favorisé, j'avais d'excellents lecteurs, ce qui était emprunté en priorité à la bibliothèque, au CDI, c'était des piles de mangas. Donc c'est une autre façon de lire, avec des formats écrits très très courts. Et donc je pense que ça doit nous donner à penser sur ce qu'on doit donner à lire aux jeunes pour les attirer vers des formes plus longues. Voilà. On va repasser sur la lecture sur liseuse avec Clément. Kindle a été quand même le pionnier. Je sais parce que j'ai travaillé sur le premier projet Kindle à l'époque où j'étais chez Amazon, et ça a révolutionné la lecture, on est d'accord, notamment chez les jeunes, comme vous le disiez tout à l'heure. Quelles sont les tendances que vous constatez aujourd'hui, et puis est-ce que l'objet liseuse, vous en avez peut-être amené une pour ceux qui n'en ont peut-être jamais manipulé, on va peut-être pouvoir la montrer. Il y a un Kindle, un petit ou... Ah bah voilà, on peut peut-être faire passer dans le public pendant que vous nous répondez, pour que les gens s'approprient un peu l'objet s'ils n'en ont jamais manipulé. Donc est-ce que cet objet liseuse aide à atteindre des nouveaux publics, et comment vous l'analysez en interne? Wow. Alors déjà, j'aimerais un peu rebondir sur le sujet de la lecture et des jeunes. Je pense que le rejet du livre est un des 5 critères de la crise d'adolescence. Et je suis passé par là. Si mon père est prof de français, s'il voyait il sait pour qui je travaille, et ce que je fais, et ce que je pousse sur la lecture, je pense que ça le fait doucement rire. Et on a tous nos phases. Et je rejoins assez aussi, et ça c'est notre mission chez Amazon, c'est de permettre à tout le monde d'accéder à sa lecture favorite. Je rejoins ce que disait Lati. Nous, le genre numéro 1, c'est la romance. Il n'y a pas de doute. Ça permet le binge reading, après le binge watching, que tant d'amoureux de la lecture ont. Donc ça, c'est assez extraordinaire pour nous. Cette liseuse, elle a fortement évolué. Elle a déjà les plus jolies. Et on a aussi développé une gamme très large qui s'adresse à tous les publics. Donc déjà, un produit qui était originellement noir, maintenant est un produit qui a tous des éléments de customisation qu'on a rajouté ces 2 dernières années, justement pour s'adresser à ces nouveaux publics. Malheureusement, je n'ai pas pu vous apporter le dernier Kindle vert matcha. Il est complètement out of stock. On n'avait absolument pas bien calculé, je pense, son engouement. Donc ça, voilà, ça c'est notre best-seller. Celui-ci, c'est aussi le Kindle Paperwhite. Vous voyez, c'est un confort de lecture de qualité papier. On arrive avec des niveaux de contraste extrêmement élevés. Et pour nous, la nouveauté et la chose sur laquelle on investit le plus aujourd'hui, et ça c'est le futur, c'est la couleur. En France, alors j'ai ce chiffre en tête, mais je me trompe peut-être, t'es plus à jour, c'est à peu près 1/3 des ventes, c'est de l'illustré en France. Je me souviens de ce chiffre-là il y a longtemps. Et c'est principalement de la couleur. Donc pour nous, c'est très important, notamment en Europe, d'introduire ce type de produits qui permettent de s'offrir la possibilité de jongler d'un genre à l'autre. Hier, à mon bureau, j'avais une conversation très amusante
avec une de mes personnes les plus jeunes de l'équipe, probablement une Gen Z, qui me disait Clément, je ne vais pas atteindre mon goal de 30 livres lus dans l'année. Je suis à 24. Je lui dis c'est le moment de commencer à lire des BD. Ça va peut-être te permettre d'attendre ça d'ici la fin du mois. Donc voilà, l'idée aussi c'est d'aller sur des produits qui soient plus grands, qui offrent des possibilités de prise de notes. Donc là on s'adresse, c'est le dernier Kindle Scribe qui permet la prise de notes. Donc ça c'est un produit qui a un énorme engouement auprès des étudiants et qui est enrichi par l'intelligence artificielle pour faire des résumés de notes, pour faire de la reconnaissance d'écriture, etc., etc. Donc aujourd'hui, on essaie de couvrir des usages très divers autour de la lecture, autour de l'écriture, même du dessin pour certains de nos utilisateurs. Et voilà. Et on pense que foncièrement, ça permet de répondre aux besoins de ces nouveaux publics. Ok. Peut-être qu'on peut faire circuler les Paperwhite, peut-être pas la Scribe. Mais... je peux vous les faire circuler. Par contre, ne changez pas les pages de mes livres, s'il vous plaît. Alors, on va juste pour... je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé une liseuse, quelle que soit la marque? Ouais, donc... oui, bien sûr, quelle que soit la marque, c'est ce que je dis. Hein Tout à fait. Non, on a Kobo, on a Vivrio, on en a plein d'autres. On a Books, on peut tous les citer, évidemment. Donc, on voit bien. Donc, s'il y a personne qui a manipulé, enfin, ou au moins découvert l'objet, on peut le faire passer. Comme ça, vous prendrez connaissance et puis après, vous les rendrez à Clément. J'enchaîne sans trop faire de... Bon, on est à l'école. Hein, chut. On continue avec Théo. Et là, on va parler un peu de livre audio, parce que c'est aussi une très grosse tendance, le livre audio chez la Gen Z. Avant, le livre audio, c'était vraiment considéré pour les personnes âgées ou les personnes qui étaient empêchées de lire. Mais aujourd'hui, on voit que le livre audio est vraiment une adoption, un support complètement différent. Et vous avez mené aussi une étude là-dessus auprès des jeunes lecteurs. Et c'est assez étonnant, les chiffres qui en sont ressortis. Oui, c'est une étude intéressante parce qu'en plus, on l'amène auprès de l'ensemble des Français, mais auprès d'un échantillon assez large. On interroge 3000 Français âgés de 15 ans et plus, ce qui permet de regarder très, très précisément les réponses des jeunes Français, et pas uniquement de l'ensemble, mais ça permet de faire des comparaisons. Et comme vous le dites, ça permet quand même de situer assez nettement l'engouement des jeunes pour le livre audio. On voit que la moitié d'entre eux, la moitié des 15-35 ans ont déjà écouté un livre audio. C'est moins d'un quart dans le reste de la population. C'est même un peu plus élevé chez les 20-24 ans, qui sont peut-être la génération qui privilégie le plus ce support-là, puisqu'on est à 55% de cette génération qui écoute des livres audio. Mais au-delà de ça, au-delà de l'écoute pure et simple, ce qui est aussi intéressant, c'est l'effet tremplin que le livre audio peut générer. Quand on revient en détail sur les pratiques de lecture de cette génération-là, on a 2/3 des personnes qui écoutent des livres audio qui nous disent que ça a eu un effet bénéfique sur leur lecture au sens général. C'est-à-dire que le fait d'écouter des livres audio les a amenés à lire davantage aussi de livres en papier, sur liseuse électronique, au-delà du contenu audio. Donc les jeunes là-dessus vont vers le livre audio, mais le livre audio les renvoie aussi vers les autres supports de lecture. Donc ça, c'est quand même un effet intéressant. On a pointé les effets de cercle vicieux parfois, là on est sur l'exact inverse, un cercle vertueux où par un début de pratique de lecture en audio, finalement on s'ouvre aussi le reste du champ de la lecture. Bon. Au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est le rapport quand même spécifique des jeunes par rapport au livre audio. C'est-à-dire que les jeunes ne vont pas vers le livre audio de la même façon que les autres générations. Et ça, c'est peut-être un constat qui va aller à rebrousse-poil un peu de certaines réflexions qu'on peut entendre sur les jeunes. Quand on demande aux jeunes quelle est la longueur des sessions de lecture en audio, pour parler de cette façon-là, qu'ils privilégient, là où, si on regarde les réponses de tous les lecteurs en général, toutes les personnes qui écoutent des livres audio, on est sur du durée courte, moins d'1 heure. 75% des gens nous disent c'est moins d'1 heure quand je suis sur un livre audio. Chez les jeunes, les durées courtes, elles dominent. Mais là où chez le reste de la population, on a 18% des personnes qui nous disent des sessions de 2 à 5 heures, chez les jeunes, ça monte à 28%. Donc on voit que les jeunes, ils vont plus facilement rester quand même un peu plus longtemps sur le livre audio que les autres générations, qui peut-être, parce qu'elles ont la pratique ailleurs de lire sur papier, mais sur le livre audio, les jeunes, ils restent un peu plus longtemps. Ouais, sachant qu'en moyenne, un livre audio, c'est à peu près
entre 10 et 15 heures d'écoute. Hein. Ça nécessite plusieurs écoutes, évidemment. On est Se bien faire d'accord. d'une traite un livre audio, quand même, en général, ça réclame un peu ça réclame d'être en vacances, tout simplement. Mais c'est pas tous les jours. Donc la génération, elle a quand même en effet une pratique particulière du livre audio. Alors ça s'explique, je pense, comme dans le reste des générations, hein, parce que le livre audio, ça permet aussi le multitasking. Voilà, on écoute un livre audio, on a les mains libres, on peut faire autre chose en même temps. Voilà, des tâches qui ne réclament pas toujours toute ton attention, qui permettent de faire des choses assez mécaniques. Ça se transcrit très bien dans les réponses. Hein. On a un tiers des jeunes qui écoutent des livres audio qui nous disent ils le font quand ils font en même temps la cuisine, le ménage. Voilà. Un tiers qui nous dit ça. Un tiers nous dit aussi qu'il le fait dans les transports. Pas forcément la place pour sortir son bouquin, mais avec les écouteurs, ça ressort tout de suite. Mais pour autant, il ne faut pas non plus croire que le livre audio... on va dire, enlève le caractère vraiment purement concentré de la lecture qui peut exister. Voilà, quand on est en train de lire un livre sur papier, on n'a pas tellement le choix de ne faire que ça, généralement. Alors on peut trouver des solutions, mais c'est quand même un peu compliqué. Ça existe aussi avec le livre audio. Voilà, les gens ne sont pas toujours en train de faire quelque chose d'autre quand ils écoutent un livre audio. On a un tiers des jeunes qu'on a interrogés, encore une fois, qui nous disent qu'ils écoutent des livres audio juste sans rien faire, voilà, chez eux. Assis dans le fauteuil, dans le canapé, ils écoutent leur livre audio. On a aussi un autre tiers qui nous dit qu'il le fait avant d'aller dormir, avant de se coucher, dans son lit, voilà, avant de s'endormir. Donc le livre audio, encore une fois, il ouvre un peu les champs, il facilite l'accès à la lecture, il permet de glisser de la lecture à des moments où avant dans la journée on ne le laissait pas rentrer, mais en même temps ça reste un mode de lecture qui s'installe et qui n'a rien à envier à la lecture sur support papier forcément. Alors, je vais vous demander une réaction pour ceux qui veulent réagir à ce que vient de dire Théo, parce que le temps file de 1 minute maximum, non ? Clément, par rapport au chiffre livre audio ? Le livre audio, je pense que pour nous, il y a deux choses. Comme tu le disais, il y a la complémentarité. Ça, c'est hyper important. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a des utilisateurs qui ont un livre papier, qui passent sur l'audiobook, ils lisent 2 chapitres, ils reviennent sur leur livre papier le soir quand ils sont chez eux, dans leur lit. Donc, il y a vraiment cet élément. Et il y a le côté évasion. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des qualités aussi de livre audio. Je vous invite, pour les fans d'Harry Potter, à essayer le dernier Harry Potter en audio binaural fait par Audible. C'est extraordinaire. Ou si vous aimez la SF, il y a Alien aussi qui est très 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 bien. Je suis sûr d'avoir peur. Et donc vraiment le côté évasion, et ça, on était très intéressés de voir ce chiffre, que vraiment ça se transcrit dans des gens qui ne font que ça. On a cette idée, c'est toujours sur du multitasking, et ben non, pour une partie de nos utilisateurs, c'est vraiment ce côté vraiment immersif qui est unique avec le livre audio. Martine, une réaction sur le livre audio ? Moi, ce que je constate dans notre public, c'est plutôt des élèves qui sont dyslexiques et qui accèdent à la lecture grâce à ce moyen. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que ça permet quand même à des gens qui ne pourraient pas accéder à la lecture de trouver une voie vers les textes. Donc, c'est surtout la pratique que je peux constater dans mon exercice. Voilà. Alors justement, Martine, vous gardez le micro. Qu'est-ce que vous mettez en place pour amener les jeunes vers la lecture ? Est-ce que vous menez des actions particulières, des idées originales, des projets de classe et puis quels résultats vous avez pu constater ? Alors, c'est très difficile de mesurer l'impact de nos projets, de nos pratiques. Ouais. J'ai un petit peu fait le tour de mes collègues encore ce matin pour voir si... En fait, ça fait des années que nous essayons de proposer des choses pour amener les jeunes à la lecture. C'est toujours... Alors, les recommandations du ministère, c'est le quart d'heure de lecture qui est pratiqué dans les établissements. La lecture offerte, c'est-à-dire que je fais beaucoup de lecture à voix haute. Je leur permets de s'allonger sur la table, etc., d'être en totale détente. Alors, ça, c'est pas aussi bon qu'un livre audio, mais voilà, on essaye. Nous participons aussi à des projets comme Jeunes en librairie, qui est coordonné par la DRAC, qui permet aux élèves de rencontrer des auteurs. Vous avez peut-être déjà participé à ce dispositif, de rentrer dans une librairie, etc. L'année dernière, avec des élèves en très grande difficulté,
on a mené un projet qui s'appelait Dans la peau d'un auteur, où les élèves assistaient à la fabrication d'un livre au Verre à Soie, la maison d'édition des Essarts-le-Roi, rencontraient une autrice, allaient en librairie, échanger avec un lecteur, pouvaient acheter un livre dans la librairie, etc. Et ont aussi inventé une sorte de mini émission littéraire où ils présentaient un texte qu'ils avaient écrit ensemble et dont ils avaient aussi élaboré la couverture. Voilà, donc des petites choses comme ça. Et ça les a ramenés un petit peu, ça a enlevé cette espèce de barrière dont vous parliez tout à l'heure, de rejet ou de dégoût même, vous avez dit. C'est un travail de longue haleine, donc c'est pas bien, c'est difficile pour nous de mesurer les effets, l'impact de ce type de mesures. Ce que j'essaie de faire, c'est que la lecture soit quasi quotidienne à toutes les heures de cours, qu'ils lisent ou qu'ils entendent, c'est ma priorité en fait. Parce que sans ça, le reste est inaccessible de toute façon. Voilà. Je vais passer le micro à Lati. Lati, pour inviter les lecteurs, vous, à découvrir vos livres, comment vous procédez? Les réseaux, autre chose, in situ, physique, IRL, comme on dit, ou qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place pour que de nouveaux lecteurs arrivent vers vous? C'est pas une chose facile, hein, au-delà du travail de l'écriture. Comment ça se passe? J'essaye de faire des posts qui sont intéressants. Je ne sais pas si j'y arrive tout le temps, mais sur les réseaux, donc. Sur les réseaux sociaux. Je vais aussi à la rencontre de mes lecteurs et lectrices sur les salons où je mets énormément je fais des efforts, c'est même pas des efforts parce que j'ai tellement de plaisir à le faire. Je fais des stands qui sont toujours très attirants, très attrayants et on me reconnaît de loin, on sait ce que j'écris. Je fais une prolongation avec des goodies parce que je suis aussi créateur. Je crée énormément de choses qui sont en lien avec mes livres. Donnez-nous des exemples. Par exemple, dans le dernier titre qui est sorti au mois de mai chez les éditions Jeanne et Juliette, Les héritières de Langford, mes héroïnes, elles sont 4, elles ont chacune une bague de naissance. Et donc, mon éditrice m'a commandé des bagues. Et donc, j'en ai une, j'ai la bague de mon héroïne principale, Ambrosia de Langford. Et du coup, je crée donc des bijoux, je crée des marque-pages, je crée énormément de choses. J'ai cette petite spécialité sur Jane Austen, puisque j'écris une biographie romancée sur Jane Austen. Et du coup, je crée également des coffrets de Noël qui sont en lien avec Jane Austen. Enfin, je vais toujours dans le lien, dans la prolongation de mes livres, et je suis assez reconnue aujourd'hui pour ça. Donc, généralement, les lectrices et les lecteurs viennent pour le livre et repartent avec des goodies en plus. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais tellement de choses. Je fais aussi beaucoup de contacts. Je suis toujours en contact avec les gens. Je ne ferme jamais la porte. On peut me joindre par email, par Insta, par Messenger. Je réponds à tous mes messages, même si des fois ça prend du temps. Je vais aussi à la rencontre. En l'occurrence, je le faisais l'année dernière avec les élèves, surtout les classes en difficulté, pour présenter mon écriture et ce qu'on peut faire autour, parce qu'il n'y a pas que l'écriture pour un auteur. On peut faire plein de choses en dehors des sujets sur lesquels on peut aborder, parce que moi j'aborde en plus dans mes romances le handicap. J'ai une romance qui aborde le handicap invisible, la surdité, un autre qui aborde la cécité. Donc je suis vraiment le spectre est très large au niveau de l'écriture, ce qui permet de ramener des lecteurs et des lectrices dans mon univers. Donc voilà, si je puis dire. Ok. Alors justement, je reviens aux chiffres que je vous citais au début là, de l'étude du CNL, qui était plutôt inquiétante et stressante pour un peu tout le monde. Théo Ponchel nous a révélé des chiffres Opinionway qui sont quand même beaucoup plus rassurants, beaucoup plus posés et qui nous donnent des perspectives. Quels sont les messages que vous auriez envie de faire passer les uns et les autres? On va peut-être... message par rapport à ces chiffres et à l'espoir, en fait, à l'avenir, aux perspectives qu'on peut avoir.
Alors, nous, c'est vraiment amusant parce que l'histoire de cette étude, elle est arrivée vraiment quelques semaines ou après. Avant le festival voilà, du avant livre le de festival. Paris. Donc, on était là. Nous, on voyait ces signaux chez nous, dans nos ventes, dans les usages. Et on décide de travailler avec OpinionWay pour mettre d'autres chiffres qui ne sont pas les nôtres derrière ça. Et on se rend compte que, en fait, ça va un peu à rebours. Donc, nous, notre conviction, c'est qu'on voit de l'optimisme pour la lecture, on voit de l'engouement pour la lecture, et donc c'est ce qu'on cherche à pousser dans l'amélioration de nos produits et de nos services. Voilà, mais c'est très intéressant, je trouve aussi cette dynamique, parce que ça pousse à la conversation. On a ces conversations là, tiens, on voit, c'est un marché compliqué, les usages se réduisent, il y a beaucoup de concurrence, etc. Pour autant, voilà, nous on voit un engouement comme on l'a jamais vu. Vraiment, nos ventes sont les plus hautes depuis 10 ans. Donc ça va à rebours, je dirais. Martine, perspective. Moi j'aimerais qu'on ait les moyens d'offrir des livres qui correspondent mieux au goût de nos lecteurs. C'est-à-dire que ce qui est dommage, c'est que la littérature jeunesse contemporaine, notamment tout ce qui est imaginaire, moi par exemple j'adorais faire lire l'Agence Perdido, mais en fait on ne peut pas demander aux familles de payer plusieurs livres dans l'année de plus de 10 €. Voilà. Et donc, j'aimerais avoir beaucoup plus d'argent pour acheter des séries de livres d'imaginaire, de romances, etc. Pour que nos lecteurs puissent enfin accéder à des choses qui leur plaisent. Et que ce ne soit pas simplement des classiques, il faut en lire, mais peut-être dans un deuxième temps, une fois qu'ils ont consolidé leur plaisir de lire, quoi. Voilà. Lati. Alors là, moi, je vais parler plutôt en tant qu'indépendante et non en tant qu'hybride, enfin édité en maison d'édition. L'avantage des auteurs indépendants, c'est qu'on a quand même des tarifs que l'on place en numérique et en papier qui est quand même en dessous de ce qui existe au niveau des maisons d'édition. Donc on amène le lectorat, on amène un lectorat encore plus large. Hein. Parce que c'est vrai qu'un bouquin qui coûte 20 € et un autre qui coûte 10, des fois le choix se fait sur le tarif, ce qui est dommage, plus que sur l'envie de lire un titre. Donc c'est vrai que ce côté tarif reste le cœur le nerf de la guerre, on va dire, pour tout le monde. Hein. Donc, il faut savoir qu'en papier et en numérique, le même livre peut avoir 50 ou 60% de moins au niveau du prix. Donc ça joue aussi. Oui. Et ce qui explique aussi sûrement l'engouement pour les liseuses au sens général du terme. Moi, si je peux parler prix, j'ai des livres en papier qui sont à 20 € et en numérique à 5,99 €. Voilà. Donc le choix se fait tout de suite, se porte souvent sur le numérique d'ailleurs. Et mes ventes, si on peut parler ventes, sont plus importantes au niveau numérique que papier. Pour un autre, je parle du côté indépendant. Hein. Oui. Clément, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous mettre le top 5 des genres de livres les plus lus sur Kindle? De la romance, top 1, de la romance, top 2, de la romance, top 3. À ce moment-là Oui. Et de la romance d'une diversité extraordinaire. Je pense aussi que le numérique a permis l'émergence, on en discutait, de genres qui seraient tout bêtement inexistants. Moi, si on reprend, quand j'ai commencé chez Kindle, c'était ce fameux roman, The Martian. Vous avez sûrement vu le film, qui est un roman Kindle Direct Publishing à l'époque. Aujourd'hui, on a des genres entiers. C'est toutes les déclinaisons à peu près de romance, je pense, aux dernières nouvelles sur le top 5. Ok, on va passer juste à notre dernière question. Très rapidement, il y a eu les états généraux de la lecture. Il y a eu des conclusions. Je vous invite à lire l'article des Books pour avoir une synthèse des conclusions de ces états généraux de la lecture. Si on vous accordait un budget illimité, soyons fous par rapport à ce que disait Martine, quelle serait l'action prioritaire et concrète que vous mettriez en place pour relancer durablement le goût de la lecture? Théo. Parler de budget limité en ce moment, c'est sûr que mais oui, justement, soyons fous. C'est provocateur. Mais non, je pense qu'il faut vraiment accepter l'idée que quand on est jeune, la lecture elle-même, elle va imposer ce rapport à soi-même et à sa concentration. Mais en même temps, c'est aussi un âge où je pense qu'il faut sortir de ça pour comprendre que la lecture, c'est aussi une communauté. Okay. Et que ça ouvre des portes et que ça renvoie vers des personnes. Donc je pense organiser des lieux, des communautés où on permet de faire vivre ça, je pense que c'est quelque chose de très important dans les jeunes générations.
un budget de quoi? 3 000, 10 millions? Non, ça, c'est une autre, Je autre plaisante. question pour moi. Je plaisante. Clément, ça serait quoi votre budget limité pour Mon donner budget envie aux limité jeunes de lire? serait une liseuse pour tous, mais je pense qu'après la position de Martine et de sa proposition de justement d'offrir à tous nos collégiens, etc., de pouvoir lire à moindre coût. Alors ça se passe, je pense, je suis Oui, il y a convaincu des par le actions. numérique. L'échec lire. Mais On a l'échec lire. leur permettre de lire le dernier roman de Dark Romance pour justement ancrer leur lecture et qu'ensuite ça soit le levier qui leur permette d'aimer ça. Je pense que ce serait le meilleur choix pour notre argent probablement. Martine, le budget? Un budget limité en série de livres, en liseuse s'il le faut, en casque audio. Voilà, en casque audio, aussi plus de lieux dédiés à la lecture, parce que moi j'aimerais bien avoir ma salle avec des poufs, voilà, un endroit où les enfants, quand ils ont fini leur travail, ils puissent se détendre, lire ce qu'ils veulent. Je trouve que ça pourrait être bien aussi. Enfin, non, j'ai plein d'idées, donnez-moi l'argent, c'est bon. Donnez l'argent, comme dirait l'autre. Lati. Alors moi, je suis déjà très généreuse personnellement. J'offre déjà beaucoup de choses quand je suis en salon, mais si je pouvais le faire en plus, ça serait avoir un accès à la lecture pour dans des lieux justement comme des salles. À un moment donné, on faisait ces petits histoires short book, mais avoir ça en plus large et pouvoir le garder en partant, parce que voilà, ou des nouvelles qui sont accessibles à tout le monde sans qu'il y ait d'obligation d'achat derrière. Parce que c'est vrai que c'est l'achat qui porte le mal-être, on va dire, pour lire. Mais c'est vrai qu'avoir un accès, mais pas seulement aux jeunes, parce qu'il y a aussi des personnes plus âgées ou qui sont isolées, ne serait-ce même les maisons de retraite. C'est important de pouvoir encore lire ou avoir quelqu'un qui vienne lire. Voilà. Je mettrais un budget illimité, moi, un peu sur toutes les générations. Moi, je propose une chose entre deux de ce que vous êtes tous en train de dire. Je propose qu'on emmène les jeunes dans les maisons de retraite, avec des casques audio, avec des liseuses, avec des bouquins papier, et qu'on fasse du transgénérationnel, comme on dit, et que tout le monde se mette à bouquiner, à découvrir toutes les possibilités de lecture. Ce serait pas mal peut-être aussi. On est d'accord. On a quasiment fini. Je peux prendre 2 questions dans la salle, maximum. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on a été si formidable qu'il n'y en a pas? Oui, monsieur. Ouais, moins 14%. Moi, je dis non, parce que la romance, c'est ce qui fait tourner le monde. Ça fait du bien. Il y en a dans les films de guerre, il y a des films de science-fiction, il y en a dans n'importe quel endroit, il y a de l'amour. C'est la chimie qui vient parler, donc pour moi, ça ne s'arrêtera pas. C'est vraiment... ça a toujours été là, c'est simplement qu'avant, les gens avaient honte de lire de la romance, se cachaient. Le roman à l'eau de rose, voilà. comme on l'appelle. Et l'avantage de la Kindle et du numérique a permis de libérer tous ces lecteurs et ces lectrices qui avaient peur d'être regardés un peu, de lire ces romances. Donc pour moi, non. Ça a toujours été là, sauf qu'on ne le savait pas. Est-ce qu'il y a une dernière question, madame ? Alors moi, je vais dire non, parce qu'il y a des textes simples. Moi j'ai 2 styles d'écriture. Des écritures plus légères dans des nouvelles où mon français est plus soft. Des textes en romance historique où je suis plus soutenue. Des textes qui sont plus complexes avec des paragraphes plus longs, donc qui vont s'adresser tout le temps à des lecteurs et des lectrices différentes. Donc, et je sais que beaucoup d'auteurs et autrices écrivent dans ce style-là également, et c'est lisible. C'est accessible à tout le monde. Et j'ai même des auteurs qui écrivent pour les dyslexiques. Donc c'est vraiment... Je pense qu'on travaille énormément sur les textes de ce côté-là. Oui, Clément, rapidement, parce qu'il faut qu'on laisse la salle, il y a une autre conférence. Très rapidement, je pense que le débat, il n'est pas sur la romance, il est sur l'édition en général.
Je pense le choix, si je prends le français, le choix de l'imparfait au profit, le choix de l'imparfait au profit dépend du passé simple, par exemple, est un énorme débat. Vous prenez ça dans la traduction aussi. Moi qui suis un peu dark romance, on en parlera après, mais surtout SF et fantasy. Honnêtement, les traductions aujourd'hui, entre le niveau de ce que vous pouvez lire dans la langue originale et la traduction française, on a baissé en gamme et en qualité. Donc on perd beaucoup de choses. Donc je pense que le débat est plus large. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'en effet, il y a peut-être de la romance qui est très accessible dans le choix du temps, de la structure, etc. Mais je pense que ce qui fait la force de ce type de littérature, c'est les schémas narratifs et la manière dont les livres sont construits. En tout cas, nous, c'est ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'en tant de pourcentage de lecture sur les livres, on voit que clairement, c'est des livres qui ont des complétions à 100%. C'est-à-dire que les gens les ont lus de A à Z en moyenne. Vous prenez un bouquin de non-fiction sur d'économie, ça va être lu à 10% en moyenne par nos utilisateurs. Donc vraiment, c'est des choses qui sont parfaitement millimétrées pour embarquer le lecteur dans une histoire. Donc en effet, peut-être que la qualité littéraire est peut-être différente, mais je pense qu'ils sont très bien construits. Comme en littérature basique. Voilà, comme en littérature. Et je pense que le débat va au-delà de ça. Bien sûr. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. La salle était très concentrée. Merci beaucoup. Et je pense qu'on peut applaudir tous nos invités. Et je vous retrouve à quelle heure ? Je vous retrouve à 16h, de 16 à 17. Et là, on va parler de plein de projets très innovants autour du livre et de la presse.